merci beaucoup de m'accueillir. Je suis Mathilde Boissier, je travaille dans l'équipe STIP, qui est une équipe à l'INRIA, qui est située à Montbonneau. Et avant de présenter plus l'équipe, l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter d'un projet qu'on a mené dans le Briançonnais sur faire discuter de la politique énergétique du territoire pendant 3 ans. Et donc l'équipe STIP, c'est une équipe de recherche. Donc l'INRIA, c'est un institut du numérique, mais l'équipe STIP, dedans, c'est une équipe un peu particulière d'une trentaine de personnes, avec à la fois des personnes qui sont permanentes et puis un certain nombre de personnes en stage, en thèse, en post-doctorat, qui cherchent à travailler sur les enjeux de la soutenabilité des territoires en essayant de promouvoir entre guillemets, mais de faire exister une pensée systémique, de réfléchir aux risques systémiques, essayer de penser les multi-échelles qui interviennent là-dedans, que ce soit à des échelles internationales, nationales, et aller vers du plus local. Et puis, il y a l'idée d'une approche démocratique de tout ça, de faire des sciences qui sortent des labos et d'impliquer les citoyens et les citoyennes dans les décisions, avec un objectif qui n'est pas du tout d'aller vers de la solution, mais plutôt de faire penser la transformation, parce que de toute façon, on n'a pas vraiment de solution toute faite à préconiser. Et mon travail dans cette équipe, et donc moi j'ai un bagage d'ingénieur avec plutôt maths appliquées, mais ma volonté, à un moment, ça a été je me suis posé la question de la manière dont les sciences arrivent en société, sont discutées en société, en particulier sur les sujets socio-environnementaux. Et donc, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on va arriver à accompagner les transitions, les transformations, et en particulier, que peut faire la recherche scientifique à ce sujet-là, sans être ni en domination avec une connaissance qui va être un peu surplombante, ni relativisée parce qu'il y a un ensemble d'informations qui sont importantes à avoir en tête quand on prend les décisions, mais au contraire, comment on met en place un ensemble de méthodes qui vont permettre aux différents savoirs, à la fois sur les territoires, à la fois, il y a plein d'expertises différentes, et à ce savoir avec une bonne prise de recul, parce qu'on a le temps, parce qu'on est dans les labos, donc à tout ce savoir académique de venir en support de ça. Et c'est dans ce cadre-là, avec cet objectif-là, qu'a été mené, en tout cas pour moi, mais on était plusieurs partenaires dans le projet, ce projet dans le Grand Briançonnais, dans lequel l'objectif, ça a été de discuter de politique énergétique. Pour le contexte, ce territoire, c'est un territoire sur lequel il y avait 3 communautés de communes, donc c'est un peu au sud-est d'ici. Il y avait celle du Briançonnais qui commence vraiment au début des Hautes-Alpes, juste avant le Lautaret. Puis il y avait celle de Pays des Écrins, donc c'est l'Argentière, Val-Louise, cet endroit-là. Et ensuite, il y avait le Guillestroy-Queyras. Et donc, on s'arrêtait avant Serponçon. Ce qui est important, parce que le sujet, c'était quand même... la commande initiale est arrivée quand le président du PETR, donc Pôle d'équipe territoriale et rurale, qui coordonne ces 3 communautés de communes, pour la faire un peu courte, mais sur les enjeux environnementaux en particulier, a fait une demande à un de mes collègues, Niels Ferrand, qui est à l'INRAE, sur comment accompagner un dialogue dans ce territoire, sachant qu'il y avait des gros conflits sur l'hydroélectricité, et en particulier la micro-hydroélec. D'où l'importance de Serponçon, qui n'est pas de la micro-hydroélec, mais plutôt un énorme barrage, mais voilà, qui était hors territoire. Avec ce qu'on pourrait penser être une bataille entre 2 limites planétaires, des gens qui vont être pour une énergie décarbonée, et donc pour éviter le réchauffement climatique, tous ces changements, et des gens qui vont être pour la biodiversité, avec tout l'impact que peut avoir une microcentrale sur les rivières. Et donc, on est arrivé dans ce territoire en 2022 avec, au départ, on a fait une trentaine d'entretiens préalables avec des acteurs qui nous avaient été, par effet boule de neige, on a commencé par un, par deux, qui nous disaient « Ah, allez parler avec un tel, un tel ». On s'est vite rendu compte que la commande n'allait pas être de régler le conflit sur la micro-hydroélectricité dans le territoire, qu'on n'était pas que sur 2 limites planétaires, mais qu'en fait, dès qu'on commençait à parler d'énergie, on nous parlait automatiquement de mobilité, de logement, quand on parlait de logement, de résidence principale, mais aussi secondaire, et donc de tourisme, et donc d'économie du territoire. Et en fait, on s'est retrouvé avec un truc qui dépassait largement la question de l'hydroélectricité. Et l'idée, ça a été de changer, du coup, le cadrage du projet pour aller sur quelque chose de plus large et de faire discuter le plus de personnes possible sur le territoire de la politique énergétique dans son ensemble. L'autre truc, c'est que pour l'instant, c'est l'hydroélectricité sur ce territoire qui est en tête de bassin de la Durance. Pour l'instant, il y a encore des glaciers, ça fond, il y a de l'eau.
Mais déjà, peut-être que ce sera, enfin, en tout cas, il va y avoir des changements dans la manière dont cette hydroélectricité va être gérée avec le fait que les différents régimes de l'eau vont être modifiés. Et puis au-delà de ça, c'est plus vrai sur le sud du département, mais ça commence à arriver. Il y a aussi pas mal de soleil à cet endroit-là, et donc discuter d'hydroélectricité sans parler de photovoltaïque, c'est un peu dommage, parce que a priori, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de conflit dans le futur sur le photovoltaïque. J'ai pas imprimé ça dans le bon sens, mais ce n'est pas grave. Et donc ce projet, donc en 2022, après ces entretiens préalables, on a revu cette commande et on s'est dit qu'on allait lancer un processus de participation de type couplage. C'est ceux que Niels Ferrand met en place en général, dans lesquels l'objectif, c'est d'impliquer les citoyens et les citoyennes dès le début et puis jusqu'à la fin. Et quand on dit dès le début, c'est qu'on n'est pas arrivé avec un plan de participation construit, mais l'idée, c'est un peu méta, mais l'idée, c'était de faire des ateliers pour faire construire cette participation. Et ça, c'est ce qu'on a fait en 2022-2023, avec quelques ateliers qu'on appelle prépare, dans lesquels les acteurs se projettent sur... bon, là, on a les gens en boule de neige, on n'avait pas encore de grosse action de mobilisation qui a été faite. Et puis, je reviendrai sur le problème de la mobilisation plus tard. Mais voilà, on avait quelques acteurs qui sont réunis pour savoir qui est légitime pour participer à ce truc-là, à quelles étapes, quelles actions de participation on met en place. Et bon, en gros, on leur faisait remplir des fiches qui ressemblaient un peu à ça, dans lesquelles ils devaient noter les actions de participation qui leur semblent intéressantes, les grandes étapes pour arriver à structurer un peu ces différentes actions et s'aider à les penser, tous les acteurs qui leur paraissent importants, donc il y en a, bien sûr, il y a des recoupements dans les catégories, et puis à quel niveau de participation on implique les gens sur chacune des actions. Est-ce que les personnes vont être plutôt en participation? Est-ce qu'elles vont devoir animer? Est-ce qu'elles vont devoir organiser? Voilà, une sorte de niveau de responsabilité et d'implication. Et suite à ça, on a aggloméré le tout pour en arriver à un plan de participation et à, c'est pas très grave, et à un plan de gouvernance de ce processus à mettre en place sur les 2 ans qui ont suivi. Ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, c'est que les 2 premières années du projet, donc 2022-2023, étaient financées sur des fonds de recherche. On avait eu des sous du CNRS, quelques sous. Et puis en 2023, on s'est rendu compte que nous, on ne serait pas capable, à 2 chercheurs, chercheuses, en impliquant même un peu des gens et puis avec les forces disponibles, au PETR, on n'allait pas être capable de mener une concertation de l'ampleur qu'on avait prévue, enfin, qui était prévue, quoi. Et du coup, on a demandé des sous à la Banque des Territoires. Et donc 2023, ça a été aussi l'occasion d'une demande de financement à la Banque des Territoires. On a obtenu, et donc qui a permis l'embauche d'une chargée de projet dédiée à ça au PETR à partir de début 2024. Et ce qui nous a permis de lancer pour de vrai le processus. Avec une gouvernance d'un processus qui allait nous suivre tout au long du projet, qui j'ai là, c'était le schéma qu'on a beaucoup présenté, dans lequel on a 2 grandes parties. En fait, on a une première partie dans laquelle il faut continuer à faire évoluer ce processus participatif. À ce niveau-là, nous, le PETR et les chercheurs, enfin, et Niels Ferrand et moi, on s'est constitués comme un groupe cœur, force de proposition, d'animation. Et puis, en fait, on mettait nos décisions à... on donnait un droit de regard aux acteurs du territoire qui s'étaient constitués en comité de pilotage, et ce comité était constitué de personnes avec qui on avait pu discuter avant, qui pouvaient être partie prenante des conflits, élus. Donc il y avait des élus, il y avait des services de l'État, notamment la direction départementale du territoire. Il y avait des gens des parcs, que ce soit régional avec le KERA ou national avec les écrins. Et puis, il y avait un ensemble d'acteurs des socioprofessionnels du tourisme, en particulier tourisme nautique, enfin tout ce qui va être kayak, sport d'eau, qui sont largement impliqués sur les enjeux d'hydroélec. Il y avait des personnes qui étaient dans la production locale d'énergie sur le territoire, notamment en détenant des centrales hydroélec. Il y avait des associations citoyennes, il y avait des associations environnementales. Voilà. On avait un petit pool de gens qu'on réunissait tous les trimestres, en gros, pour leur expliquer, se faire un petit bilan et puis les faire nous donner des conseils sur ce qui allait arriver ensuite.
Et on avait aussi un conseil scientifique à qui on a présenté, c'était plutôt tous les 6 mois, on présentait un peu où on en était pour aussi avoir un regard scientifique. Et puis ce processus participatif était, ensuite déployé sur le territoire en invitant toutes les personnes qui le souhaitaient à participer, même si, on n'avait pas beaucoup de force pour la mobilisation. Donc, les personnes, c'est resté relativement limité. En tout, on a touché, 300 personnes différentes sur un territoire de 30 000 personnes, donc c'est pas énorme, mais ceci dit, ça permet quand même de toucher un certain nombre de gens. Et ce qu'on a mis en place aussi, c'est un panel citoyen, parce qu'on sentait que la mobilisation, ça allait pas nécessairement être si facile que ça. Et on s'est dit que pour avoir une représentation citoyenne tout au long du processus, on voulait impliquer de manière un peu plus forte un ensemble de personnes. Voilà. Typiquement, ce panel citoyen, on voulait au début faire un appel à candidature. C'était bien plus simple d'un point de vue logistique. Et en soumettant cette proposition au comité de pilotage, ils nous ont dit non, non, tirage au sort sur les listes électorales. Donc, bah, du coup, voilà, c'est typiquement le genre de décision sur lequel le comité de pilotage vient influer. Et du coup, on a fait ça. Bon, avec un résultat mitigé malgré tout, parce qu'on a envoyé 400 courriers pour recruter 19 personnes. Comme on n'avait pas accès au numéro de téléphone en particulier, pour toute une question de protection des données, en fait, il y a tout un tas de biais qui se mettent là et qui font que on n'a eu que les personnes qui se sentaient légitimes pour répondre à ça. Et on a complété avec, du coup, un appel à candidature. Ce panel citoyen, il a globalement été impliqué tout au long du projet avec des gens qui venaient à tout, des gens qui venaient parfois. Mais je dirais qu'il y en a au moins la moitié qui ont été impliqués vraiment d'un bout à l'autre, avec même 5 personnes qui ont décidé de continuer à s'impliquer après le projet dans un conseil d'orientation, et je vous en parlerai tout à l'heure, qui est là et qui a été créé en fin de projet. L'observatoire participatif et le suivi-évaluation, on avait les objectifs de les mettre en place, donc suivi-évaluation, proposer à des citoyens et citoyennes de suivre tout au long du projet ce qui était en train de changer sur le territoire, ce qu'il était important d'observer en termes de changement. En fait, on n'a pas du tout eu les forces de le mettre en place, et donc ça reste, je pense, un bon objectif pour de futurs projets, mais en l'occurrence, là, il y a peu de retours. Et l'observatoire participatif, l'objectif, c'était aussi d'impliquer les personnes en leur demandant ce qui leur semblait important de regarder sur le territoire. Mais là, pas tant en termes de participation, mais plutôt en termes de qu'est-ce qu'il faut montrer pour arriver à discuter correctement de ce sujet-là, qu'est-ce qu'il est important de mettre en évidence selon vous. Est-ce que et il peut être fait via des photos, via des témoignages, via voilà, n'importe quoi qui aurait pu être important. Mais là aussi, on a manqué de force pour mobiliser. Puis c'est un outil de mobilisation potentielle d'ailleurs. Mais on n'a pas eu suffisamment de force, donc voilà, il est resté plutôt comme ça. Et on avait aussi une référente participation extérieure au territoire qui a été présente à pas mal d'événements importants participatifs, notamment des débats, des conférences, et à qui pouvaient se référer toutes les personnes qui le souhaitaient sur le territoire pour commenter la participation, et s'il y a des choses qui semblaient injustes, notamment, pouvoir le dire à ce moment-là, et que nous, on ait des retours réguliers et puis avoir un regard extérieur sur la participation. À cette gouvernance s'est ajouté un plan de participation avec des actions, avec notamment l'année 2024, ça avait été demandé, il y a eu un gros temps de formation. Donc on a lancé tous nos conseils là, et ensuite il y a eu un gros temps de formation qui a duré en gros de avril 2024 jusqu'à la fin de l'année 2024, avec plein de sujets différents. Il y a eu notamment, on a fait des ateliers sur l'eau, la participation, sur l'énergie, on a eu 2. Il y a eu des webinaires sur le paysage, les finances publiques, la biodiversité, enfin un ensemble de sujets, la réglementation. On a fait une conférence et on a fait une visite terrain. On essayait de varier les formats et les sujets pour essayer d'avoir quelque chose d'assez large et diversifié, avec pour objectif de permettre de remettre de la complexité et de la nuance là-dedans, pas tant pour empêcher la décision en disant c'est trop compliqué, mais plutôt pour prendre du recul vis-à-vis d'avis qu'on pouvait avoir et mettre en perspective en se disant que, après, de toute façon, encore une fois, la solution parfaite n'existe pas, mais on a suffisamment d'éléments pour arriver à en débattre collectivement et à prendre une décision collective. Suite à cette étape-là, en même temps, on faisait un diagnostic, on essayait d'avoir un diagnostic énergie du territoire, je vous en reparlerai après, pour amener un ensemble d'éléments concrets, notamment tous les chiffres sur, peut-être ça je peux poser,
notamment pour avoir tous les chiffres sur le plus de chiffres possible sur l'énergie d'un point de vue un peu quantitatif. Ça faisait aussi partie pour nous d'un objectif de recherche. D'un point de vue scientifique, on cherchait à accompagner le processus, certes, mais on cherchait aussi à on en profitait pour essayer de mettre en participation des outils qui sont développés dans l'équipe, qui sont des analyses de flux de matière et d'énergie. En fait, c'est des outils dans lesquels on va essayer de quantifier tous les flux, notamment là, d'énergie qui traversent ce territoire, donc les endroits où l'énergie est produite, la quantité d'énergie produite, la manière dont elle est produite, est-ce qu'on importe de l'énergie? C'est pas si facile avec l'énergie, mais pour d'autres types de ressources, si on importe, d'où ça vient? Quelles sont les transformations? Comment elle est utilisée? Est-ce qu'il y a de l'export? Est-ce que c'est plutôt le tourisme, le résidentiel? Enfin, qui consomme cette énergie? Pour arriver à mettre tout ça en discussion. Sachant que c'est des outils qui sont pas mal utilisés dans les champs de soutenabilité, mais c'est pas évident de les mettre en participation avec des citoyens et des citoyennes. Ça reste des outils qui, pour l'instant, sont plutôt utilisés d'un point de vue expert. Et donc là, on avait vraiment pour objectif de se poser la question de est-ce que ce sont de bons outils? Enfin, la question va être un peu poussée, quoi. C'est pas est-ce que ce sont de bons outils, mais c'est plutôt comment faire de ces outils des outils qui nous semblent pertinents d'un point de vue scientifique, comment les rendre pertinents pour des citoyens et des citoyennes et amener d'autres choses qui ne sont pas présentes là-dedans dans la discussion avec ça en support. Enfin, voilà. Qui avait tout cet objectif-là, qui a permis, du coup, qui nous a poussé à faire un diagnostic un peu complet sur les enjeux d'énergie. Et je vous en reparle à la fin s'il reste un peu de temps. Mais dans les autres, du coup, dans les... Ouais, et ce diagnostic, si, peut-être quand même des choses qui sont importantes d'un point de vue du processus participatif, c'est que du coup, il y a eu un thésard, Emmanuel Krieger, qui a travaillé là-dessus et qui ensuite a amené tous les chiffres qu'il avait obtenus, les modélisations qu'il avait obtenues dans le processus à différentes reprises, que ce soit sous forme d'atelier, là aussi on a essayé de varier, sous forme d'atelier en les faisant discuter, sous forme de webinaire, en venant modifier ses analyses suite au retour qu'il avait eu, en reprenant tous les entretiens qui avaient été faits au début pour essayer de regarder quelles données plus spécifiquement il fallait aller chercher, parce que de toute façon on n'a pas une connaissance sur tout, enfin voilà, il faut cadrer pour essayer d'avoir des choses qui pouvaient être pertinentes. Et ça a été vrai dès la formation, il a commencé à les mettre en participation. Et dans les phases suivantes, et notamment, il y a un plan d'action qui a été construit. Et donc, ça a été aussi l'occasion de rediscuter de ces analyses-là au moment de la construction du plan d'action. Suite à la construction de ce diagnostic et cette phase de formation, on a construit un jeu qui s'appelle Enerky, qui est un jeu dans lequel on voulait faire jouer un peu avec cette notion de flux de ressources biophysiques en essayant de décentrer un peu par rapport à des enjeux économiques uniquement. Et puis c'était un jeu qui permettait aussi de refaire jouer avec tout ce que les personnes avaient pu nous dire de leur territoire. Ce jeu, il a été créé il a beaucoup été travaillé via le stage de Marine Valette. Et pour le construire, on avait les infos qu'on avait déjà, et ensuite on a essayé de le faire jouer hors territoire et sur le territoire, notamment au panel citoyen, pour que les personnes viennent critiquer le jeu et le modifier. Et ensuite, il a été déployé. Bon, là encore, on a fait 11 sessions sur le territoire, ce qui est déjà pas mal. On n'a pas eu 30 000 personnes qui ont joué, mais on a eu un certain nombre de personnes. Et l'objectif, c'était à la fois de s'emparer du diagnostic, de se réemparer de partage d'informations sur le territoire, parce que tout le monde a une vision différente. Et donc, ce jeu essayait de cristalliser un ensemble d'infos qu'on avait pu avoir, ce qui crée des surprises quand on joue. Et puis, l'objectif, c'était aussi principalement d'ailleurs, de faire discuter et du territoire et de ce qui semblait ne pas être pertinent et des règles du jeu et du coup en fait d'être déjà dans se projeter dans qu'est-ce qu'on aimerait modifier sur ce territoire. Sachant qu'à la fin des jeux sérieux en général, on a des phases de débriefing pour revenir à la réalité, sortir du jeu et se poser la question, parce que le jeu c'est un modèle, c'est abstrait, enfin c'est pas la réalité, il a des limites. Et donc l'idée c'est aussi de pouvoir en discuter après coup et de se poser la question de toutes ces règles qu'on a voulu changer dans le jeu. Est-ce que c'est des règles qu'on a envie de changer dans la réalité? Est-ce que c'est possible? Comment? Tout ça. Et suite à ça, on a pu passer à une phase de repriorisation et un plan d'action. Donc on a fait des questionnaires pour poser aux gens la question de qu'est-ce qui vous semble très important maintenant de prioriser sur le territoire, quelles sont les orientations prioritaires, que ce soit la protection de l'environnement, la production d'une énergie décarbonée, mais aussi tout un ensemble d'autres enjeux liés par exemple à l'économie du territoire qui nous avait été dit. Là, on a eu 326 réponses, donc on avait quand même un certain nombre de gens qui suivaient.
Et ensuite, on a créé un plan d'action avec là aussi un questionnaire en ligne pour faire proposer un ensemble d'actions. Il n'y avait pas de cadrage précis sur les actions. Tout le monde savait qu'on bossait sur la politique énergétique du territoire. Mais ensuite, ce sujet a été pris de manière assez large. Et donc, on avait à la fois des actions qui ont été proposées qui étaient très liées à l'énergie, euh, avec développer plus la production de photovoltaïque ou des actions de sobriété de type couper l'éclairage public la nuit, des choses comme ça. Et puis, il y a des actions qui s'en sont éloignées petit à petit et on sentait qu'on était sur quelque chose d'un peu plus systémique avec des choses qui étaient sur de la mobilité, de créer une nouvelle piste cyclable ou alors favoriser l'agriculture urbaine ou alors, enfin voilà. Et en fait, on avait un ensemble de propositions qui ont été faites. Ces propositions, elles ont d'abord été proposées via un questionnaire et ensuite on les a requalifiées. La fiche ressemble à ça. C'est très ingénieur, mais ça n'a pas bloqué pour remplir ce tableau. Mais on essayait une fois qu'une personne avait proposé une action, il fallait que 2 ou 3 autres personnes s'emparent de cette action et réfléchissent un peu dessus ensemble pour requalifier cette action en venant préciser est-ce qu'on est plutôt dans une intervention économique, une organisation du territoire, est-ce que c'est quelque chose de réglementaire, en venant se poser la question de qui doit être au pilotage de cette action, qui sont les acteurs cibles. Et puis on avait une forme d'évaluation des ressources, des besoins nécessaires pour mettre en place cette action en termes de budget public, d'efforts citoyens, par exemple, de soutien politique, et des impacts, notamment d'un point de vue énergie, mais aussi sur les écosystèmes et puis sur l'économie locale. Cette caractérisation à 2 ou 3, elle se faisait, tout le monde pouvait la faire, on a organisé des temps pour la faire spécifiquement. Il n'y avait pas une expertise spécifique, mais ce qui compte, c'est que on ait des avis différents, on ait eu des avis différents sur cette action-là. Et donc, on a réussi à caractériser 100 actions sur les 300 qui ont été proposées. Et puis, ensuite, au cours d'une journée où il y avait en gros 25 participants, on a créé un plan d'action à partir de ça. C'est-à-dire que les personnes allaient chercher les actions qui leur paraissaient pertinentes, en discuter entre elles, venaient les positionner en termes de priorité et l'échelle à laquelle il fallait que ça se joue, essayer de les relier entre elles parce qu'il y avait un ensemble d'actions qui se recoupaient mais qui étaient un petit peu différentes. Donc, ça a amené un ensemble un travail de synthèse ou en tout cas de, euh, de mise en commun pour avoir un tout cohérent. Et ce qui a permis de créer un plan d'action qui est, si jamais vous voulez le regarder plus tard, qui est là, avec, ouais, avec une petite restitution du processus graphique. C'est le livrable final qui a été transmis au terrain. Et puis l'ensemble des actions qui ont été choisies. Enfin, en fait, on n'a pas eu... Le temps était aussi limité pour tout ça, donc peut-être qu'on aurait pu caractériser plus d'actions, peut-être qu'il aurait été possible d'en mettre plus dans le plan. En attendant, voilà. C'est la production qui a été faite avec les moyens disponibles pour ce processus à ce moment-là. Et donc, c'est ce que je vous disais, ça a été assez large en termes d'actions, puisqu'on a à la fois, en termes de thématiques, on a des actions et de production d'énergie et sur la sobriété énergétique, mais il y a aussi des actions sur d'autres types de ressources, que ce soit l'eau, la biodiversité, les forêts, le bois, le paysage, sur le faire ensemble avec des actions d'éducation, de sensibilisation, de participation, de vie sociale, des actions sur la mobilité, le logement et sur l'économie, et puis des actions sur la réglementation. Et donc ça a été fait, cette partie-là, elle a été faite entre février et avril de l'année dernière. Suite à ça, il y a eu un petit temps pour rediscuter avec des experts, notamment du territoire, des élus de ce plan d'action pour qu'ils donnent leur avis là-dessus, notamment parce qu'en fait, il y en a un paquet de ces actions qui étaient déjà en cours, mises en place par les communautés de communes, par le PETR, par les collectivités, mais qui parfois n'étaient pas si visibles que ça pour les personnes du territoire, ou alors pas encore suffisamment abouties, ou alors, bref, c'est pas si facile que ça de communiquer là-dessus. Et c'était d'ailleurs très intéressant de mettre ça en discussion aussi avec les personnes sur le territoire. Ça a été, au-delà de la politique énergétique, ça a été aussi l'occasion d'une remise en dialogue entre des acteurs très différents du territoire. Donc, voilà. Et puis, il y a eu une restitution. Et ce qui se passe, la suite, ça a été, pour terminer ce processus-là, ça a été la construction, la constitution d'un conseil d'orientation, parce que nous, le projet se terminait fin 2025, mais l'objectif, c'est que, en fait, on n'allait pas décider d'une politique énergétique pour les 10 ans à venir de manière figée, sachant qu'on avait fait un processus participatif avant et que du coup, il y a quand même l'hypothèse que le monde est en train de changer vite et donc du coup nécessite des rediscussions régulières.
Et donc l'objectif, c'était de pouvoir garder quelque chose de cette concertation, pouvoir la continuer. Et donc on a décidé de constituer un conseil d'orientation euh, qui, animé par le PETR, qui a réussi à avoir des fonds pour pouvoir continuer à animer ça pendant au moins 2 ans, je crois, et puis on verra ce qui se passe ensuite, dans lequel il y a 6 collèges qui sont représentés, des associations environnementales et citoyennes, des socioprofessionnels, des institutionnels comme les parcs ou la DDT, les services de l'État, des acteurs de l'énergie, des gens du panel citoyen et des élus. Et donc l'objectif, c'est que ces personnes-là, donc il y a des représentants de ces collèges qui se retrouvent régulièrement pour discuter à la fois de nouveaux projets dont ils pourraient avoir connaissance, typiquement un projet de photovoltaïque, un projet d'hydroélec sur le territoire. Donc c'est l'occasion de continuer cette concertation à propos de tous ces projets-là. Et puis c'est aussi l'occasion de continuer à faire vivre ce plan d'action. On n'a jamais eu, personne ne nous a jamais dit que le plan d'action allait être appliqué quoi qu'il arrive. On n'a jamais eu d'engagement des élus à ce sujet-là, ni même vraiment d'engagement financier, si ce n'est via le PETR et le financement de la Banque des territoires. En revanche, on nous a, enfin, en revanche, on avait quelque chose qui pouvait être, enfin voilà, on avait quelque chose qui était une concertation et donc une force de proposition. C'est un peu pareil pour ce conseil d'orientation qui n'a pas vraiment de pouvoir décisionnel, mais en revanche, c'est un endroit dans lequel peut continuer la concertation sur ce territoire, avec, si le travail est bien fait de la part des représentants, bah, une restitution vers l'ensemble des différents collèges et puis une prise de température, un recueil des différents besoins qui peut être discuté ensuite et coordonné entre les représentants des collèges, et donc pour continuer la concertation sur ce territoire. Aujourd'hui, nous, on a terminé le projet à la fin de l'année. Le premier conseil d'orientation a eu lieu en octobre. Et d'après ce qu'on nous a dit, il y a d'autres, il y en aura au moins 1 ou 2 autres cette année qui auront lieu sans nous. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est les résultats qu'on a. Et en termes de bilan de ce processus-là, donc c'est ce que je vous disais, on a eu 330 personnes différentes. En termes de difficultés, mobiliser et communiquer, c'était difficile. On n'était pas tant que ça sur ce territoire-là. Et en tant que personne impliquée côté recherche, on n'était pas beaucoup. Enfin, en fait, on était une petite équipe, quoi, avec Niels Ferrand et moi impliqués beaucoup, et puis Emmanuel Krieger et l'équipe en soutien. Mais voilà, ça faisait pas tant que ça. Et donc, on a eu que 300 personnes sur 30 000, mais n'empêche qu'il y a eu une certaine qualité de dialogue et pas mal de choses qui ont été appréciées. On a fait un questionnaire final dans lequel a été souligné la qualité de la formation, le fait que les apports scientifiques ont été appréciés, mais aussi, en fait, indépendamment des aspects plus cognitifs, ce que les gens ont apprécié, c'est le fait d'avoir un espace pour se rencontrer, pouvoir discuter de tous ces sujets-là, parce que pour un certain nombre d'acteurs, ils avaient beau être en conflit, savoir qui étaient les autres acteurs impliqués, les espaces de discussion pour pouvoir en discuter, il n'y en avait pas tant que ça, et donc là, ça a ouvert cet espace-là. Et puis, c'était aussi aller au-delà du dialogue. Il a aussi été apprécié, notamment par les citoyens, de pouvoir aller jusqu'au plan d'action, avec même dans les réunions du conseil d'orientation, le fait que le panel il tient à ce plan d'action-là. Certes, il n'y a pas eu d'accord pour qu'il soit appliqué, mais c'est une production qui était importante et qui allait au-delà de juste de l'interconnaissance. Voilà. Et puis sur les difficultés, évidemment, on a eu des difficultés à communiquer, je l'ai dit, mais aussi à évaluer correctement tout ça. Parce que là aussi, il faut prendre ce temps de l'évaluation. Les questionnaires à la fin des ateliers, ça marche pas très bien. Les questionnaires en début d'atelier, parce qu'on attendait ça aussi, ça marche pas très bien non plus. Et donc, il faut arriver à trouver d'autres méthodes, d'autres solutions, et probablement, du coup, ça, dans le cadre d'un projet de recherche, ça peut faire partie Là, on avait surtout cette recherche sur la mobilisation des analyses de flux, mais peut-être qu'il y a un focus à faire d'un point de vue scientifique sur ces processus d'évaluation avec les acteurs, comment on fait pour avoir une évaluation qui n'est pas juste factice, ou pour de la publication scientifique, mais qui permet aussi des retours sur le territoire. Et pareil pour la communication et la mobilisation, il y a probablement pas mal de choses à faire en termes de recherche avec ce focus sur quelles pourraient être de nouvelles manières de mobiliser et d'impliquer et d'engager. Et voilà. Mais ça, c'est pour la suite. Je
Et en ah bah, je les ai oubliés. Bon, bah, non, je voulais vous montrer sinon aussi les analyses de flux de Emmanuel, mais je ne les ai pas prises. Mais elles sont sur le site. Voilà.